Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle saison d'investigation, chaque lundi en deuxième partie de soirée. Et on commence ce soir avec un épisode particulièrement méconnu de l'histoire de France, la 5e République des années 60-70. Comment des militaires français ont été envoyés en mission par l'État français pour former des dictateurs sud-américains aux techniques d'interrogatoire, de torture et d'élimination de témoins. Oui, alors là, bientôt, on va commémorer le 11 septembre 2001. Nous, on voudrait rappeler juste un autre 11 septembre, qui est le 11 septembre 1973, c'était il y a exactement 30 ans. Salvador Allende au Chili tombait victime d'un coup d'État. Il est mort, ainsi que des milliers d'autres Chiliens dans le cours de la répression. Il faut dire qu'à l'époque, en Amérique latine, au Brésil, en Argentine et au Chili, c'est des dictatures militaires assez féroces qui sévissaient. Ça a fait des dizaines de milliers de morts, des étudiants, des syndicalistes, des bonnes sœurs, des curés. Tout ce qui était soupçonné d'être plus ou moins de gauche pouvait être passé par les armes. On sait que les États-Unis ont soutenu les escadrons de la mort latino-américains. Ce qu'on ne savait pas, en tout cas ce que moi j'ignorais, c'est que la France avait joué aussi un rôle dans ces opérations. Alors c'est évidemment le fruit d'une très longue enquête, 2 ans, menée par Marie-Monique Robin. Et si Marie-Monique a pu aller au bout de ce travail, c'est grâce à un homme, le général Paul Ossarès. Souvenez-vous, c'est lui qui avait fait scandale et événement en reconnaissant la torture en Algérie. Eh bien le général Ossarès continue de témoigner aujourd'hui. Ce furent les années les plus noires d'Amérique latine. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir en Argentine, tous les pays du cône sud sont déjà sous la coupe des militaires. Exécutions sommaires, tortures, disparus. Qu'ils s'appellent Stroessner au Paraguay ou Pinochet au Chili, tous mènent une répression féroce au nom de la lutte contre le communisme. Comment en est-on arrivé là ? Bien sûr, l'ombre des États-Unis plane sur les dictatures latino-américaines, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle joué par la France dans leur genèse, et notamment en Argentine. L'enquête commence à Théoul, dans le sud de la France. Anciens légionnaires, parachutistes, pieds noirs ou membres de l'OAS, les nostalgiques de l'Algérie française sont réunis au grand complet. 40 ans après notre déracinement, nous avons voulu rendre un hommage particulier à tous ceux des nôtres qui sont tombés pour la défense de l'Algérie française. Cette histoire... Voici le doyen du rassemblement, le colonel Lachroix, 96 ans, qui fut condamné à mort pour sa participation au putsch des généraux d'Alger. C'est un témoin capital, car pour comprendre l'influence des Français sur les dictatures latino-américaines, il faut remonter le fil du temps et plonger dans l'histoire des guerres coloniales. Vraiment, j'avais vécu en Algérie, j'avais vécu dans tous les pays arabes. Je ne pouvais pas admettre qu'on perde l'Algérie. Tout commence pendant la guerre d'Indochine. Nommé à la tête d'un régiment en 1951, Charles Lachroix est fasciné par l'organisation du Viet Minh, qui tient tête aux Français, pourtant plus nombreux et mieux équipés. En arrivant en Indochine, et tout de suite, ou presque tout de suite, je suis tombé sur le livre rouge de Mao Tse-tung. Je l'ai lu de bout en bout. C'est le premier devant lequel j'ai compris que ce qu'il appelait les arrières était plus fort que la troupe et qu'il fallait soigner les arrières avant de soigner la troupe. L'ennemi que j'avais devant moi en Indochine, c'était un ennemi qui était adroit pour se servir des populations. Quand vous en arrivez à un point où vous ne pouvez pas le pisser sans que votre adversaire le sache, on n'en sort plus. C'est ainsi que naît la théorie de la guerre révolutionnaire. Pour Lachroix, le Viet Minh est un agent du communisme international qui opère sous le masque de l'indépendantisme. Son arme, l'endoctrinement des populations. Conséquence, dans la guerre révolutionnaire, il n'y a plus de ligne de front, car l'ennemi est partout. 7 mai 1954,
Les Vietnamiens gagnent la bataille de Dien Bien Phu et avec elle l'indépendance. Pour les militaires français, c'est l'humiliation. Ancien résistant, le capitaine Paul Ossarès assiste à la débâcle. La défaite de Dien Bien Phu a été un choc. Une bonne majorité de militaires français trouvaient qu'il fallait tirer des leçons de cette défaite et puis éviter qu'on ait les mêmes déboires en Algérie. C'est pendant la guerre d'Algérie que l'état-major de l'armée se rallie définitivement à la théorie de la guerre révolutionnaire, encore appelée guerre subversive. Son obsession, couper le front de libération nationale de ses arrières, c'est-à-dire de la population. Pour cela, les Français innovent. 400 000 soldats sont déployés sur l'ensemble du territoire algérien. C'est la technique du quadrillage, la première application concrète de la théorie de l'Acherois. Et puis le 7 janvier 1957, le ministre Robert Lacoste prend une décision lourde de conséquences. Il remet les pouvoirs de police au général Massu, qui commande la 10e division parachutiste. L'objectif, anéantir l'organisation politique et militaire du FLN, qui multiplie les attentats terroristes dans la capitale algérienne. Commence alors la bataille d'Alger, où les paras investissent la Casbah pour traquer les poseurs de bombes. Désormais, ils sont les seuls maîtres à bord. Leur chef, c'est le colonel Bijard, un ancien résistant qui a gagné ses galons en Indochine. Vous avez dit qu'au début, ce rôle de flic, ça vous plaisait pas trop. Oui, mes hommes non plus. Mes capitaines préféraient le djebel, le combat contre un homme qui se bat en face de vous, qui se bat bien, bah tant mieux, quoi. Voilà, c'est vrai, c'était plus dans notre nature que de faire un travail de flic. On l'a fait un travail de flic rapide, quoi, à la para. Pourquoi on appelle ça une bataille? Parce que c'était une action où on avait capturé des gens armés et éventuellement les tuer. La bataille d'Alger deviendra un modèle de la guerre contre-révolutionnaire. De janvier à septembre 1957, les Français inventent ou systématisent des techniques militaires qui resteront longtemps secrètes. Il n'y a pas d'image d'archives. Seul un film de fiction italo-algérien, réalisé en 1965, permet de reconstituer les méthodes de la bataille d'Alger. Boycotté par les grands réseaux de distribution, le film a été très peu vu en France. Est-ce que vous avez vu le film La bataille d'Alger? Magnifique, magnifique. C'est proche de la vérité comme on ne peut pas mieux faire et c'est remarquablement joué. Mathieu Philippe, guerre, Indochine et Algérie. Grade. Qui est pour vous le colonel Mathieu du film? Le colonel, et c'est Bijard. C'est une organisation à pyramide composée d'une série de sections. Chaque militant ne connaît de l'organisation entière que 3 membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses 2 subordonnés qu'il a lui-même choisis. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Vous pouvez démarrer par le couleur d'affiche, quel est ton chef, il faut trouver le chef. Puis après, il faut remonter les filières. Alors, il y avait réunion des capitaines tous les jours à mon bureau, Chaban, Le Boudec, enfin, mes 5 commandants d'unité qui étaient là tous les jours, à 6 heures du soir. Alors, où en êtes-vous? Alors, il y avait mon destinateur qui mettait les organigrammes où ça en était. Bien. C'est du bon travail. Là, il y a un vide, il faudra le retrouver. Mais il n'est pas sur ma compagnie, il est sur l'autre. Alors, je disais, autorisez votre copain à le prendre. Enfin, voyez-vous, on allait où était le type. On nous a dit il faut briser la capacité du FLN à commettre des attentats. Et pour ça, il faut avoir les renseignements à tout prix, à tout prix. Et pour vous, ça voulait dire éventuellement l'usage de la torture? Quelle question, y compris la torture. J'avais donné des ordres en disant, mes hommes, vous agirez à bloc contre les vrais poseurs de bombes, et s'ils savent où sont les bombes, interrogez-les durement. Pas question de leur crever un œil ni d'en couper les oreilles, mais ce qu'on a appelé la gégène, quoi. Que je pourrais pas faire, mais mes subordonnés l'ont fait. Et je découvrais, j'ai dit, le responsable du régiment, c'est moi.
L'escadron de la mort, c'était un certain nombre de sous-officiers mis à ma disposition par Massu, dont je ne dirai jamais le nombre ni les noms pour que ça ne leur retombe pas dessus, voyez-vous. Déjà, on employait ce terme-là à l'époque, déjà pendant la bataille d'Alger. Oui, oui. Ah, ton escadron de la mort. Moi, je passais la nuit dehors. J'allais voir les colonels et les officiers de renseignement des régiments. Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce que vous avez ramassé? On tient le type qui veut poser les bombes, ben on le secoue pour qu'il donne tous les renseignements qu'il peut donner. Et puis s'il ne peut pas tout donner, ben, à force il a fini. Ben celui-là on n'en sortira rien. Voilà. Donc vous faisiez disparaître. Et il disparaît. Cette technique de disparition, vous confirmez qu'elle est inaugurée là-bas pendant la bataille d'Alger? Oui. Escadron de la mort, disparu, ces méthodes ont donc été inventées en Algérie. À l'époque, seul Paul Tedjen, le préfet de police d'Alger, avait dénoncé l'existence de disparus parmi les 24 000 prisonniers qu'il avait officiellement enregistrés. On m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? Dans les camps, à Port-de-Cazel, même pas. Je suis allé à Port-de-Cazel pour voir, il n'y était pas. Il a disparu. Les ouèdes, la mer, les renvoyés. Renvoyer les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne peut pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, les techniques de la bataille d'Alger seront enseignées dès mai 1958 dans un centre d'entraînement à la guerre subversive créé par le ministre de la Défense Jacques Chaban-Delmas à l'initiative de Bijard. Viendront s'y former des officiers français, mais aussi portugais ou israéliens. La bataille d'Alger aura aussi son manuel. Intitulé La guerre moderne, il a été rédigé par le colonel Trinquier, le chef du commandant au Sarès. Dans son livre, il justifie ouvertement l'usage de la torture comme une arme de la guerre antisubversive. C'est à l'école de guerre de Paris que s'effectue principalement la transmission. Les premiers émules sont argentins. Parmi eux, le général López Offranc, qui participera au coup d'État de 1976. En 1957, López Offranc est sélectionné par l'état-major argentin pour s'initier à ce qu'on appelle désormais la doctrine française, avec à la clé un stage pratique d'1 mois en Algérie. Les professeurs n'arrêtaient pas de nous parler de la guerre révolutionnaire. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. En Amérique latine, nous ne connaissions pas à l'époque ce genre de problème. Il y avait bien sûr des luttes politiques, parfois violentes, mais pas de type subversif. Nous ne connaissions pas l'importance de la population dans ce genre de guerre. Pour nous, il n'y avait que la guerre classique, avec l'infanterie, le fusil, les chars, les canons. Mais jamais nous n'avions imaginé un ennemi qui tue avec un couteau ou qui étrangle avec une corde. Ici, j'ai beaucoup appris. Avec le sang, on apprend beaucoup. C'est ainsi que les méthodes de la bataille d'Alger sont exportées pour la première fois à l'école de guerre de Buenos Aires. En 1959, les armées françaises et argentines signent un accord qui prévoit la création d'une mission militaire française permanente dont les assesseurs s'installent à Buenos Aires, au siège de l'état-major argentin. Tous sont des anciens d'Algérie qui opèrent dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, le sujet est tabou. Aucun n'a accepté de parler du rôle de la mission devant une caméra. Oui, bonjour. Vous m'entendez, M. Bernard Cazomayou? Oui, M. Bernard Cazomayou. On était parti là-bas à la demande de l'armée argentine pour les renseigner la guerre révolutionnaire. La mission était pour ce sujet-là et pour rien d'autre. Le reste ne nous intéressait pas. Payés par l'armée argentine, les Français font traduire le livre du colonel Trinquier, dirigent des cours et publient des articles dans les revues militaires.
Le thème, c'est toujours la guerre antisubversive, comme le reconnaît du bout des lèvres le colonel Bintresque. Oui, bonjour, je voudrais parler à Robert Bintresque. C'est moi-même. On essaie de leur expliquer cette guerre subversive, cette guerre d'en dessous. Oui, et puis une histoire d'ennemi qui n'est pas forcément l'ennemi auquel ils étaient habitués. L'ennemi, c'est parfois le gars avec qui vous prenez un whisky, hein. L'influence des Français culmine en 1961 avec l'organisation à Buenos Aires du premier cours interaméricain de guerre contre-révolutionnaire auquel participent 14 pays. Son directeur n'est autre que López Offranc, qui en a confié l'encadrement aux militaires français. Il y avait des officiers de tout le continent? Oui, de tout le continent américain nord et sud, y compris des États-Unis. Tous les officiers étaient réunis dans notre école de guerre. C'est moi qui ai dirigé le cours. Et Bintresque fut mon plus proche collaborateur. Est-ce que vous aviez participé? Un rôle que le colonel Bintresque a toujours du mal à assumer aujourd'hui. C'était uniquement argentin. Hein. Disons qu'ils ont utilisé nos cours pour faire les leurs. C'est vrai que les États-Unis étaient jaloux? Oui, les États-Unis voulaient que les Français s'en aillent. Ils voyaient d'un mauvais œil le rôle des Français. Mais les Américains ne connaissaient rien à la guerre révolutionnaire. Ils apprenaient en même temps que nous. Dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Blanquet du Chayla confirme la jalousie des Américains. Ironie de l'histoire. Alors qu'il avait été réalisé pour dénoncer la guerre sale menée par les Français, le film La bataille d'Alger a été utilisé pour former les militaires argentins à la lutte antisubversive. Qui a fourni la copie du film? Mystère. Alors, tu pouvais pas te décider sans faire tant d'histoire? Ça aurait été mieux pour toi. Hannibal et Julio étaient cadets dans la marine argentine quand on leur présente le film en 1967. 5 ans plus tard, les 2 officiers seront emprisonnés, puis limogés de l'armée pour avoir dénoncé l'usage de la torture. Ce ne sont pas des souvenirs agréables parce que tout ça, je l'ai vécu dans ma propre chair. Qui vous a présenté ce film à l'école navale? Nous étions cadets à l'école navale. C'est le directeur d'études, avec l'aumônier militaire qui était en charge de l'école navale, qui nous ont présenté le film. Il y avait, disons, un accompagnement religieux. L'aumônier militaire justifiait les méthodes de la bataille d'Alger? Tout à fait. Y compris la torture? Oui, elle n'était pas considérée comme un problème moral, mais comme une arme de combat. Il faut savoir qu'ici en Argentine, tout un secteur de la hiérarchie catholique a complètement soutenu ce genre de pratique. En revoyant ce film, je me dis qu'ils nous l'ont présenté pour nous préparer à une guerre qui n'était pas celle pour laquelle nous étions entrés dans l'école navale, c'est-à-dire la guerre régulière. En fait, ils nous préparaient à une guerre irrégulière, en nous habituant petit à petit à des méthodes qui seront largement employées par la suite. Rien à voir avec la guerre contre un ennemi extérieur. Ici, on nous prépare à des tâches policières contre la population civile, qui est devenue le nouvel ennemi. Est-ce que la torture était utilisée à l'époque dans l'armée argentine? Avant ça, non. Des amis officiers m'ont raconté en 1969 qu'ils s'étaient entraînés à la torture sur des prisonniers vivants, au Brésil et à l'école des Amériques, au Panama. Et ça ne concernait que les officiers spécialistes du renseignement. À cette époque, la torture et les exécutions sommaires n'étaient pas encore utilisées massivement. L'école des Amériques de Panama. Ce nom est toujours associé à l'histoire des dictatures latino-américaines. Créée en 1946 par les États-Unis, l'école se spécialise dans la guerre antisubversive au milieu des années 60. C'est ainsi qu'au nom de la lutte contre le communisme, 60 000 officiers latino-américains seront entraînés dans ce qu'on appellera l'école des dictateurs. Cette histoire est connue, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle qu'ont joué les Français dans la formation des instructeurs américains. Tout commence en 1960 quand Pierre Messmer est nommé ministre des Armées. Il est contacté par les Américains au moment où se profile la guerre du Vietnam. C'est toute
la théorie de la guerre révolutionnaire qui les a intéressés. Vous, en tant que ministre, vous avez reçu des demandes d'envoi d'instructeurs. Ils l'ont demandé, nous avons donné suite à leurs demandes. Et quel était le profil de ces militaires que vous avez envoyés là-bas, aux États-Unis? On s'efforçait d'envoyer des gens qui avaient l'expérience. C'était une question d'expérience, surtout. Et Ossarès, comment est-il devenu instructeur à Fort Bragg? Il est devenu instructeur à Fort Bragg parce que c'était un spécialiste. Quand les Américains ont demandé des conseillers techniques, je suppose que l'état-major de l'armée a dû prendre ses listes et désigner des hommes qui avaient appartenu aux états-majors en Algérie. Et en particulier, qui avaient eu ces missions d'interrogation des prisonniers, etc. Et Ossarès était l'un des meilleurs spécialistes de la guerre révolutionnaire. Enfin, pour la France, en tout cas. Oui, Ossarès, je crois, n'est pas un penseur. Je crois que c'est un exécutant. 1961. Le commandant Ossarès est nommé auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de France à Washington, dont dépendent 10 officiers de liaison. Tous sont des anciens d'Algérie, répartis dans les différentes écoles militaires américaines. Ossarès, lui, rejoint Fort Bragg, le siège des forces spéciales qui interviendront massivement au Vietnam. Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas? J'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger. C'est ça. C'est-à-dire voilà. Aussi bien les arrestations, le renseignement, la torture, tout ça. Tout ça. Direction les États-Unis. Le général Jones et le colonel Bernhardt sont 2 anciens élèves d'Ossarès à Fort Bragg. Vétérans de la guerre du Vietnam, ils militent aujourd'hui contre l'usage de la torture. Ils confirment qu'au début des années 60, ils n'avaient jamais entendu parler de guerre antisubversive. Est-ce qu'on peut dire que les Français avaient plus d'expérience dans le domaine de la guerre antisubversive que les Américains à l'époque? Aucun doute là-dessus, nous n'avions aucune expérience. C'est pourquoi nous avons fait venir des instructeurs de France. Nous avons lu des études, des livres pour apprendre de l'expérience des Français. Quel type de livre avez-vous lu? Le livre de Trinquier. La guerre moderne. Nous avons reçu la guerre moderne en 1961. C'est Paul Ossarès qui avait travaillé avec Trinquier qui nous a apporté les épreuves du livre à Fort Bragg. Nous l'avons lu en détail et malheureusement, je suis l'un de ceux qui l'a étudié à fond. C'est à partir de ce livre que sera conçu ce que nous appellerons l'opération Phénix. J'ai envoyé le livre à Robert Comer qui travaillait alors à la Maison Blanche. Robert Comer, cet agent de la CIA est nommé à la tête du bureau de Saigon en 1967. Dirigeant une unité d'escadron de la mort, il est chargé d'éliminer les réseaux du Viet Cong dans la population vietnamienne. Une guerre très sale, baptisée Opération Phénix. C'était une copie de la bataille d'Alger. Le résultat fut dramatique, et c'est un euphémisme. Il y eut au minimum 20 000 personnes tuées. Oui, tuées. Des civils? Oui. Est-ce que Paul Ossarès vous a parlé de son rôle dans la bataille d'Alger? Ce que Paul nous a appris, c'est l'importance capitale du renseignement dans ce genre de guerre. Il nous a enseigné comment il fallait l'obtenir et ensuite l'utiliser. Il nous a expliqué la torture. Par exemple, il prenait un prisonnier. En général, il arrivait à le convaincre de parler. La plupart parlaient. Mais ceux qui ne voulaient pas parler, il les soumettait à des souffrances physiques, des souffrances mortelles, qui faisaient qu'ils finissaient par parler. Il expliquait aussi que si un autre prisonnier assistait à la séance de torture, ça le convainquait en général de parler, car il savait que c'était lui le suivant. Le problème supplémentaire, c'était de savoir que faire avec les prisonniers torturés.
after they have been tortured, authorized. La réponse d'Osarès, c'était qu'il fallait les exécuter. La plupart des élèves que vous avez eus sont partis ensuite au Vietnam. Ah, mais ils sont partis, sont allés au travail. Mais... Au Vietnam. Et j'en ai retrouvé, quand j'ai été attaché militaire au Brésil après coup, j'ai retrouvé des généraux qui m'ont dit « Mais on vous a eu comme instructeur à Fabrac ». C'était en quelle année que vous étiez au Brésil, général? 73. Mais le Brésil, c'était une junte militaire qui était au pouvoir. C'est ça, oui. C'était une dictature militaire. Et ça avait bardé. Vous étiez en rapport avec les militaires brésiliens, évidemment. Comment... Très étroit, très étroit. C'était l'année où il y avait eu la chute d'Allende. Le Brésil a aidé considérablement l'action du général Pinochet. Considérablement. Chilenas y chilenos que me escucháis. 11 septembre 1973, coup d'État au Chili. Le général Pinochet renverse le gouvernement socialiste du président Allende. La répression s'abat sur la gauche chilienne. Des milliers de personnes sont arrêtées, torturées, exécutées. Parfois devant les caméras, comme ici dans le stade de Santiago, transformé en camp de concentration à ciel ouvert. Pinochet est sûr de son impunité. Mais au niveau international, la réprobation est générale. Des survivants ont raconté que des officiers brésiliens dirigeaient les séances de torture. Avait-il été formé par Osarès? Déclaré sénile, Pinochet est à l'abri des poursuites judiciaires. Et injoignable. Reste son bras droit, le général Manuel Contreras, l'ex-chef de la DINA, la police politique de la dictature. Son avocat accepte d'organiser une rencontre. Il ne sait pas que le trajet est filmé en caméra cachée. La chaîne de commandement arrive à Pinochet. Bien sûr, la chaîne de commandement remonte à Pinochet, au chef de la junte. Et pourquoi est-ce que Pinochet ne sera jamais inquiété? Parce que Pinochet a été déclaré sénile. Ah, c'est seulement pour ça. Oui, juridiquement, on ne peut pas l'attaquer. Mais c'est vrai que Pinochet a perdu la tête? Non. Il est bien mentalement. Oui. On dit qu'il est mal, mais c'est pour l'extérieur, c'est ça? Poursuivi par la justice chilienne, le général Contreras est en détention provisoire dans cette base militaire, d'où partit le coup d'État de 1973. Autant dire qu'il est en famille. Entouré de ses gardes du corps et de son équipe médicale, l'homme de confiance de Pinochet parle d'emblée de ses références françaises. Nous étions de grands admirateurs de l'OAS pour son attitude valeureuse et combative. Pour nous, c'était vraiment un modèle. Est-ce que vous avez connu le général Osarès? Pas personnellement, mais il a entraîné des officiers chiliens au Brésil. Ah oui, Osarès. Oui, tous les 2 mois, je lui envoyais des contingents d'officiers pour qu'il les forme. Il travaillait normalement au siège des services de renseignement à Brasilia, mais il allait souvent à Manaus pour les entraînements. Manaus était un centre d'entraînement important pour les pays d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Oui, ce n'était pas très amusant pour ceux qui venaient d'Argentine ou du Chili, car le climat à Manaus est terrible. Retour en Argentine. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir, il a tiré les leçons du coup d'État chilien. La répression est encore plus féroce, mais elle s'opère en cachette, loin des caméras. Il n'y a pas d'image de cadavres, ni d'exécution. Le modèle argentin, la bataille d'Alger. Tous les généraux de la junte sont des élèves des Français. Parmi eux, le général Bignone, qui est aujourd'hui assigné à résidence. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il faisait disparaître. C'est lui qui a rédigé les décrets militaires instaurant la dictature.
Si vous comparez les décrets militaires de la dictature avec ce qu'ont fait les Français en Algérie, quelles sont les ressemblances? Je dirais que c'est une copie, il n'y a pas de différence. Ce sont les Français qui ont guidé la doctrine et les décrets militaires que nous avons appliqués ici. Depuis 1959, les assesseurs militaires français n'ont pas bougé du 12e étage de l'état-major argentin. Le jour du putsch, ils sont donc aux premières loges. Quant à Robert Servan, le chef de la mission, c'est un proche du général Bignone. Le français et l'argentin se sont connus à l'école des officiers de Madrid au début des années 60. C'est bien la seule chose que reconnaissent aujourd'hui le colonel Servan, avec qui la conversation a tourné court. Allô? Oui, bonjour madame, je voudrais parler à Robert Servan, s'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bon, ne quittez pas. Est-ce que vous confirmez que pour les Argentins, les militaires argentins, l'influence des Français a été très importante? Oui, non, écoutez, je vous remercie. Vous aurez très gentil de me téléphoner, mais je peux pas rien vous dire au téléphone. Je comprends pas très bien ce que vous me dites. J'ai des ennuis avec mes oreilles. Vous savez, ça fait un moment que j'ai quitté l'Argentine. Ah oui, je sais. Oui, je sais. Vous étiez, vous? Je connaissais l'ami Bignone. Oui, tout à fait. Vous l'avez lu, son livre? Où il parle de vous? Oui, on l'a lu. Oui. Voilà, donc il parle pas beaucoup, hein. Il raconte de... À cette époque, il était déjà un spécialiste de la guerre antisubversive? Robert Servan. Robert? Oui, bien sûr. Il donnait des cours? Oui, principalement à l'école de guerre. Sinon, il se déplaçait quand l'état-major de l'armée lui demandait une consultation. On le faisait travailler, c'est pour ça qu'il était là. On ne le payait pas à ne rien faire. Quant à Michel Lénoré, l'adjoint du colonel Servan, il nie tout en bloc. Écoutez, madame, il y a déjà pas mal de gens qui tournent autour de cette histoire. J'irais pour employer des mots dont on n'a peut-être plus tellement l'usage à l'heure actuelle, mais c'est notre honneur quelquefois que l'on met en doute. Je comprends. C'est notre honneur que l'on met en cause. Oui, je comprends. Si vous êtes là pour faire un bouquin sur la guerre subversive, en Argentine en particulier, je peux vous dire que pour ce qui est de la mission française en Argentine, entre l'époque où j'étais, c'est-à-dire 75 et 77, vous perdez votre temps, parce qu'on n'a strictement rien eu à voir avec la chose. Écoutez, moi j'ai tous les documents du chat, je peux vous dire, tous les rapports de l'activité de la mission, envoyés par le colonel Jean-Claude Le Guen à son ministère de tutelle, sur les conférences qui sont faites sur la campagne d'Indochine et d'Algérie, avec des questions posées par les élèves pendant 3 heures, j'ai tout ça. Malheureusement, comme je vous disais, c'est pas mauvaise volonté de ma part, mais je n'ai vraiment rien à vous raconter sur la chose. D'accord. Bon. Voilà, madame. Je vous remercie, monsieur. L'influence des Français pendant la dictature est pourtant confirmée par 2 témoins de premier rang, le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur, et le général Díaz Bessone, ministre de l'Équipement. Chef du 2e corps d'armée, Díaz Bessone était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes. Pour l'heure, les 2 généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La première arme, le premier outil pour lutter contre une agression révolutionnaire, subversive ou de type guérilla, c'est d'avoir un bon appareil de renseignement. Ce fut l'un des enseignements les plus importants que nous ont transmis les Français de leur expérience en Algérie. Oui, nous avons tout appris des Français. Ici, le renseignement avait toujours eu de l'importance. Il s'agissait de connaître les positions des troupes d'un ennemi extérieur, avec drapeau et uniforme. Mais rien à voir avec un ennemi terroriste, subversif, qui est caché et disséminé dans la population. Ils sont partout. Ça peut être quelqu'un qui tient un commerce, ou qui prend des cours à l'université ou au lycée. Ça peut être un professeur, un médecin,
un avocat, un ingénieur ou un ouvrier. Et la technique du quadrillage, ça aussi c'est un enseignement des Français? Bien sûr, la division du territoire en zones, sous-zones, c'est typiquement la doctrine française. Et la création de commandos spéciaux, comme en Algérie, qu'on peut appeler des escadrons de la mort. Et si ça a été différent? Disons des commandos qui entraient dans les maisons. En fait, nous avons opté pour une autre méthode. Il n'y avait pas de force spéciale pour ça, car toute l'armée a fait des opérations de ce type. Dans chaque zone, sous-zone, les unités militaires responsables entraient dans les maisons, arrêtaient puis conduisaient les prisonniers au centre d'interrogatoire. Toute l'armée a participé. Toute. Tous les militaires d'actifs de cette époque ont pris part à la guerre anti-subversive. Est-ce que les Français vous ont enseigné la technique de la gégène? On ne peut pas dire qu'ils nous l'aient enseigné. Ils nous ont expliqué à quoi ça servait. Et puis nous avons adapté la technique au fur et à mesure de la lutte. C'est une méthode que nous connaissions d'ailleurs déjà un peu dans la police nationale et fédérale. Comment voulez-vous obtenir des renseignements si vous ne secouez pas, si vous ne torturez pas? D'ailleurs, à propos des disparus, disons qu'il y en a eu 7000. Je ne crois pas qu'il y en ait eu 7000. Mais bon, que vouliez-vous que nous fassions? Vous croyez qu'on pouvait fusiller 7000 personnes? Si on en avait fusillé 3, le pape nous serait tombé dessus, comme il a fait avec Franco. Le monde entier nous serait tombé dessus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les mettre en prison? Et puis, dès qu'arrive un gouvernement constitutionnel, ils sont libérés et ils recommencent. C'est une guerre interne, c'est pas une guerre contre un ennemi de l'autre côté de la frontière. Ils sont prêts à reprendre les armes pour tuer à la première occasion. C'est une réalité et ce fut peut-être une erreur. Ça n'a rien à voir avec les disparus d'Algérie. C'était un autre pays. Une fois qu'il a été libéré, les Français sont rentrés chez eux. Tandis qu'ici, chaque disparu avait un père, un frère, un oncle ou un grand-père. Ici, la guerre a été très efficace. En 3 ans, la subversion a été anéantie. D'après les organisations des droits de l'homme, 30 000 personnes ont disparu en Argentine de 1976 à 1982. Voici l'un des hauts lieux de la répression, l'ESMA, l'école mécanique de la marine. C'est ici que l'amiral Massera, l'un des chefs de la junte, installa une véritable usine de la mort où disparurent au moins 4000 personnes. On sait aujourd'hui que la plupart furent jetées vivantes à la mer après avoir été torturées. C'étaient les vols de la mort, appelés pudiquement des transferts, les crevettes Bijard érigées en système, ainsi que le raconte un rescapé de l'ESMA. Les vols de la mort étaient organisés chaque semaine? Ça dépendait de la quantité de prisonniers qu'il y avait dans le camp de concentration, dont la capacité maximale était d'environ 100 personnes. Quand la limite était atteinte, ils accéléraient les transferts. Normalement, il y avait un transfert tous les mercredis, mais parfois ils organisaient 2 avions par semaine. Étudiant en sociologie, Juan fut kidnappé, sauvagement torturé, puis maintenu prisonnier à l'ESMA pendant 2 ans. Quant à sa femme, elle fait partie des disparus de l'école mécanique de la marine, où régnait en maître absolu le capitaine Acosta, alias El Tigre. Acosta était le chef de renseignement de l'ESMA, une espèce de fou qui vivait 24 heures sur 24 sur place. Il était complètement obsédé par la gestion de ses officiers et l'administration du camp de concentration. Il disait régulièrement que son surnom El Tigre lui avait été donné par son maître français qu'il avait formé dans la guerre anti-subversive. Aujourd'hui, Acosta est en détention provisoire. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il torturait à mort. Impossible de l'interviewer en prison, la marine a refusé. Dommage.
C'était l'occasion de l'interroger sur la disparition de 2 religieuses françaises, Alice Daumont et Léonie Duquet, qui furent kidnappées en 1977. L'affaire avait provoqué une vive émotion en France. C'est en recherchant des témoins que la piste française repart. Rosario Cerruti est une mère de disparus qui militait à l'association des mères de la place de Mai. Le 8 décembre 1977, une réunion se tient dans l'église Santa Cruz de Buenos Aires quand débarque un commando de l'ESMA. 11 personnes sont enlevées, dont la religieuse Alice Daumont. Par miracle, Rosario échappe à la rafle. Il y a un homme qui a attiré mon attention à l'entrée de l'église. C'était un boiteux qui n'arrêtait pas de faire les 100 pas. J'ai raconté ce détail au consul français qui m'avait convoqué pour que je lui raconte l'enlèvement de la religieuse. Et là, j'ai été très surprise. Il s'est levé et il m'a demandé « Est-ce qu'il marchait comme ça ?» Le consul apparemment savait qui c'était. Plus tard, en 1978, j'ai été invitée en France par la congrégation des religieuses. Je leur ai raconté l'histoire et elles m'ont dit gênée « Oui, nous savons, c'est un Français d'Algérie ». 2 journaux français de l'époque évoquent la présence d'un ancien membre de l'OAS dans l'escadron qui fit disparaître Alice Daumont, puis 2 jours plus tard, Léonie Duquet. Une information que confirme aussi le journaliste Jean-Pierre Bousquet, qui travaillait alors au bureau de l'AFP à Buenos Aires. Il a écrit un livre sur celle qu'on appelait les folles de la place de Mai. Dans l'équipe qui a procédé à l'enlèvement des gens de la Santa Cruz, il y avait un Français, je l'ai eu de plusieurs sources, boiteux, au surcroît. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y en avait quand même pas mal qui collaboraient avec les forces de répression. Notamment pas mal d'anciens de l'OAS. Il y en a beaucoup qui avaient été amenés en Argentine avant le coup d'État par López Rega. Donc sa garde rapprochée était faite essentiellement d'anciens de l'OAS d'Oran, des commandos Delta de l'OAS. Avant le coup d'État, López Rega était ministre. Il prépara le terrain aux généraux en fondant la Triple A, l'Alliance argentine anticommuniste, une organisation d'extrême droite qui décima la gauche argentine. Les anciens de l'OAS jouèrent un rôle capital dans la formation de ces escadrons de la mort. Le vice-consul qui suivait de près justement un peu ces groupes, ces anciens d'Algérie, l'OAS, parce que lui-même avait eu pas mal de connaissances dans ces milieux-là, m'avait bien dit que effectivement le boiteux qui était à l'église devait vraisemblablement être un des anciens de l'OAS. Il le connaissait personnellement. Bertrand de Parseval, ce serait le nom du boiteux français. À la fin de la guerre d'Algérie, il s'est réfugié en Argentine comme un certain nombre de chefs de l'OAS qui échappèrent à la justice française grâce à la complicité de réseaux internationaux. Ma compagnie était basée dans les sous-sols de la mairie d'Alger, là, ici. Là. Parmi eux, Nicole Bézineau, condamné à la peine capitale pour sa participation au commando Delta, les escadrons de la mort de l'OAS. Comme son père, le général Gardy, patron de la Légion étrangère, ou son mari Michel Bézineau, qui prit part au putsch d'Alger. Le matin d'Alger, vous étiez ? Ah oui, on a bien rigolé. Curieuse coïncidence. Au moment où les militaires français forment les Argentins à la lutte antisubversive, les chefs de l'OAS sont accueillis à bras ouverts par le gouvernement de Buenos Aires. C'est un pays assez extraordinaire. Nicole était sous un faux nom pendant 8 ou 10 ans. Ils nous ont donné des cartes d'identité sous nos faux noms. Sans problème. Des permis de conduire, des comptes en banque, des propriétés, sous des noms dont ils savaient, eux savaient qu'ils étaient faux. On le connaît un peu, Bertrand de Perceval. Quant au boiteux français, il aurait quitté l'Argentine il y a 3 ans pour s'installer à Bangkok. C'est lors d'un passage dans le sud de la France que la rencontre a enfin lieu. Face d'ange. C'était son surnom dans les commandos Delta de l'OAS. C'est, dit-il, lors d'un combat de rue à Alger qu'il a perdu sa jambe. Combien de personnes a-t-il tué? Il ne sait plus. Condamné à mort en Algérie, il est emprisonné à Fresnes. Et là, surprise. J'étais à Fresnes et à la sortie, ils m'ont appelé au ministère de l'Intérieur, ils m'ont offert de voyager en Argentine gratuitement avec des tracteurs, etc., des sous. C'était bien. Ils m'ont demandé si je voulais bien partir. J'ai dit bien sûr.
En fait, ils voulaient se débarrasser de vous. Ils avaient un tout petit peu peur. J'étais pas fou, mais je leur ai fait croire. Apparemment, Parseval n'a pas lu les livres où l'on parle d'un boiteux français lié à la disparition des deux religieuses. Ils doivent en inventer des conneries. Il confirme pourtant avoir été convoqué par le vice-consul Jacques Marquez au moment de cette affaire. J'ai dû être dénoncé à l'époque de cette action par une ancienne fiancée à moi. Je crois. J'ai pensé ça. Elle vous aurait dénoncé à l'ambassade? À l'ambassade, pour, pour vous embêter? Par méchanceté, par bêtise. Cerruti, qui est Cerruti? C'est l'une des témoins. C'est donc cette femme qui, de bonne foi, n'a pas parlé de moi, mais d'un cojo. Et là, le comte de Marquez a pensé que c'était moi. Voilà. Et pourquoi il a pensé à vous, d'après vous? Ancien de l'Ouest et boiteux. Et donc après, ils vous ont convoqué? Il m'a convoqué, il m'a parlé gentiment au début. Et puis après, il m'a menacé de me faire parler, de m'emmener dans un coin où je ne pourrais plus protéger mes petits copains parce que je serais obligé de parler. Je lui ai dit, ça va pas la tête. Je suis parti, ils m'ont photographié en bas et puis 2 jours après, ils m'ont téléphoné en me disant que c'était fini. Parseval affirme qu'il n'a rien à voir avec l'affaire des religieuses françaises. Ce qui est sûr, c'est qu'en Argentine, les anciens de l'OAS avaient suivi l'histoire de très près. Et notamment Hervé Faure, qui vit à Buenos Aires depuis 40 ans et qui soutient Mordicus, son copain Bertrand. Il y avait peut-être un mec qui boitait et qui était français, mais c'était pas Bertrand. Et il a été inquiété avec ça, alors. Un peu. Le connard de Marquez, il est très dit, on a été obligé de mettre le voilà pour qu'il ferme un peu sa gueule. Bertrand, il ne sait même pas, je crois. Il n'est pas au courant? Il doit être au courant, mais il ne sait même pas ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Est-ce à cause des menaces que l'affaire n'a jamais été vraiment élucidée? Il est possible aussi que l'enquête du vice-consul n'ait pas été encouragée par sa hiérarchie. Car si officiellement le gouvernement français dénonce les abus de la dictature, sur place à Buenos Aires, l'ambassade adopte une position pour le moins ambiguë. Lorsqu'il y a eu l'enlèvement des 2 religieuses françaises, la consigne de l'ambassade, c'était bon, on fait pas de bruit, on va essayer de régler ça en douceur. Moyennant quoi, ça s'est pas réglé. Et l'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France? L'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Guen, lui, quand il est parti, parce que sa mission était terminée, il a été reçu à l'état-major et il a fait une déclaration en disant qu'il se sentait totalement solidaire des militaires argentins et que dans les mêmes circonstances, il aurait fait la même chose. Ma dépêche a été très très mal prise à l'ambassade. L'ambassadeur était très mécontent. Bon, à l'époque, c'était Destremo qui ne rêvait que de faire venir Giscard en Argentine, de le faire inviter par les militaires argentins. Donc, tout ce qui pouvait nuire aux bonnes relations était malvenu. Jusqu'où est allé le double langage de la France? Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur de la dictature, accepte de répondre à cette question théoriquement hors caméra. Sa réponse est stupéfiante. Entre nous, j'ai l'impression que le gouvernement français de l'époque vous a largement soutenu pendant ce qu'on appelait le processus. Je dirais que les gouvernants les plus haut placés, la plus haute hiérarchie de la France nous soutenaient. Mais pas à l'échelon inférieur, où la question des droits de l'homme a vraiment été un problème. Vous savez, l'opinion publique, le monde, sont pleins de gens qui penchent vers des idées progressistes de centre-gauche ou socialistes. Mais racontez-moi, tout à l'heure, vous m'avez parlé de Michel Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Poniatowski? Eh bien, Poniatowski est arrivé ici avec des lettres d'accréditation de l'armée française, en nous proposant de collaborer et d'échanger des renseignements. Ce que nous avons fait. Des renseignements sur les subversifs, c'est ça? Oui, pour lutter contre la subversion. La collaboration de la France avec la dictature argentine n'était donc pas que militaire, elle était aussi politique. Qu'en est-il du Chili? En fait, c'est le général Contreras qui aborde lui-même le sujet. Et ce qu'il dit est trop précis pour être une fanfaronnade. Dans le cas de la France, les services secrets ont collaboré avec nous à plusieurs occasions. Ils ont collaboré parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés à Paris, c'est ça? Oui, d'ailleurs, les services de renseignement nous informaient sur les activités de ces gens-là.
C'est eux qui nous ont prévenus quand ils ont initié l'opération Retour. C'était quoi ça? L'opération Retour, c'est quand les terroristes ont décidé de rentrer au Chili. C'est comme ça qu'on l'appelait? Oui, ils ont appelé ça Opération Retour et nous aussi. Ils ont commencé à rentrer au Chili. C'était en quelle année ça? Ça a commencé en 1978 et ça a duré jusqu'en 1980. Qui a collaboré, la police française, la DST ou la DGSE? La DST qui a le plus collaboré. Et comment? Elle nous prévenait dès qu'un terroriste montait dans l'avion, la plupart du temps avec des faux papiers. Nous avions des contacts permanents avec 37 services de renseignement du monde. Mais pour nous, les plus importants, c'étaient les pays latino-américains. Nous avons eu des contacts avec tous les services de renseignement latino-américains. Derrière les contacts dont parle Contreras se cache en fait une organisation criminelle internationale qu'il a lui-même créée en 1975. Son nom de code, Opération Condor, ainsi que le prouvent des documents secrets américains récemment déclassifiés. Regroupant 6 dictatures du cône sud, elle s'inspire du modèle d'Interpol, avec une spécialité, la lutte contre la subversion. Désormais, la répression est coordonnée par une agence centrale du renseignement qui permet de traquer les opposants d'un pays à l'autre en toute impunité. Les méthodes de la bataille d'Alger appliquées à l'échelle d'un sous-continent. Une histoire illustre cette mécanique infernale, celle du franco-chilien Jean-Yves Claudet Fernandez. Arrêté lors du coup d'État de Pinochet, l'ingénieur est libéré grâce à sa nationalité française. À Paris, il rejoint les réseaux de résistance à la dictature chilienne. Le 30 octobre 1975, il s'envole de l'aéroport de Roissy à destination de Buenos Aires. Le lendemain matin, il est kidnappé à son hôtel par un commando argentin et disparaît à jamais. D'où est venu le renseignement permettant d'arrêter aussi vite Claudet Fernandez? Cette question continue de tourmenter Horacio Méndez Carrera, l'avocat argentin de la famille. En revanche, les bourreaux du disparu ont parfaitement été identifiés. Le principal responsable de sa disparition, c'est le colonel Ribeiro, alias Rawson, qui était son nom de guerre. Il était à l'époque commandant dans l'armée argentine. Il a joué un rôle capital en 1975 dans la lutte antisubversive dans le cadre de Condor. Pour cela, il voyageait beaucoup au Paraguay, en Uruguay et principalement au Chili, à qui il rendait de précieux services. C'est ici au siège des services de renseignement de l'armée argentine que travaillait Ribeiro, alias Rawson. Il était en contact permanent avec la DINA chilienne grâce à cet homme, Arancibia Clavel, détaché à Buenos Aires pour coordonner l'élimination des opposants chiliens réfugiés en Argentine. Une application concrète de l'opération Condor révélée grâce à la saisie de ses archives secrètes. Arancibia Clavel parle souvent de Ribeiro Rawson dans les comptes rendus qu'il envoie par Telex au Chili. Ici, il parle d'un Français du nom de Claudet. Il dit qu'il a été interrogé, et après qu'il n'existe plus, avec un sigle latin RIP, ce qui veut dire « repose en paix ». En clair que Claudet Fernandez a été assassiné. Est-ce que Ribeiro, alias Rawson, a été un élève des Français? Bien sûr. Il a été un élève des Français comme tous les officiers de son âge. Le colonel Ribeiro vit dans l'un des quartiers huppés de la capitale argentine. Né en 1932, il est effectivement un pur produit de l'enseignement des Français, comme tous les militaires de sa génération. Malheureusement, Ribeiro, alias Rawson, refuse d'ouvrir sa porte. Oui, bonjour, je viens de France. Je voudrais parler au colonel Ribeiro, s'il vous plaît. Qui est-ce? Je fais un travail historique sur l'histoire de la guerre antisubversive depuis l'Indochine à nos jours. Oui? Pouvons-nous nous voir pour en parler? Non, je vous remercie. Pour moi, c'est un thème du passé qui ne m'a apporté que des problèmes. Ça ne m'intéresse pas. C'est un chapitre difficile de l'histoire argentine. Ça ne sert à rien d'en parler.
C'est comme pour vous, les Français. Il vaut mieux regarder vers l'avenir. Santiago du Chili. Monica González est une journaliste spécialiste du plan Condor. Jusqu'en 1978, elle était réfugiée à Paris. Depuis, elle accumule témoignages et documents. C'est elle qui a découvert les archives d'Arancibia Clavel en fouillant dans une annexe d'un tribunal de Buenos Aires. Et là, surprise. C'est à l'Argentin Ribeiro, alias Rawson, l'ancien élève des Français, qu'elle attribue la paternité de l'opération Condor. Arancibia Clavel envoie un compte-rendu au quartier général de la DINA à Santiago où il dit « Le colonel Rawson a établi avec les services migratoires argentins la liste de tous les Chiliens entrés dans le pays après le coup d'État du 11 septembre 1973. » Cet officier propose de créer une agence centrale du renseignement entre le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ce n'est donc pas le général Contreras qui a eu l'idée de Condor. Non, c'est lui qui l'a créé, mais c'est Rawson qui a eu l'idée. Est-ce qu'il y a des étrangers qui sont liés à l'opération Condor? Oui, et c'est peut-être l'un des aspects les plus secrets de Condor. La DINA a créé un bras international pour ses activités extérieures, composé d'un groupe d'Européens. Parmi eux, il y a des Italiens, dirigés par le terroriste et fasciste Stefano de la Chiae. À ce groupe de terroristes italiens s'ajoute le célèbre terroriste français Albert Spaggiari, un ancien de l'OAS, et Michael Townley, un Américain recruté par la DINA. En fait, l'opération Condor, c'est une organisation qui coordonne les services de renseignement des dictatures d'Amérique latine avec un bras armé parallèle qui s'appuie sur l'international noir, composé des principaux groupes terroristes européens. C'est dans cette maison de Santiago du Chili que les mercenaires internationaux préparent les attentats de l'opération Condor contre les opposants réfugiés à l'étranger. 1974, le général Prats, le chef d'état-major du président Allende, est assassiné à Buenos Aires. 1975, attentat à Rome contre Bernardo Leighton, le vice-président d'Allende. 1976, assassinat à Washington de Fernando Letelier, ex-ministre des Affaires étrangères. La même année est abattu en plein Paris le général Centeno Anaya, l'ambassadeur de Bolivie. Des documents déclassifiés américains révèlent que la capitale française était dans la ligne de mire de l'opération Condor, qui avait programmé à Paris d'autres attentats. Dès 1976, les services secrets français étaient informés de ces projets. Qu'ont-ils fait? Est-ce que vous pensez que le gouvernement français a collaboré avec l'opération Condor? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que personnellement, j'ai été arrêté à l'aéroport de Roissy alors que j'attendais un avion en provenance du Chili. Ce fut très violent. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont emmené dans un lieu souterrain. Le seul détail que j'ai pu noter, c'est que l'un de ceux qui m'interrogeait avait une prothèse à une main. Ils ne m'ont pas frappé, mais ce fut violent. Tout le temps où ils m'ont gardé, ils ne m'ont rien donné à boire ni à manger. Ariel est la veuve de Jean-Yves Claudet Fernandez. Après l'arrestation de Pinochet à Londres, elle a repris espoir que justice soit rendue. Un juge français a réouvert le dossier de son mari. Des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre le général Contreras, Arancibia Clavel et le colonel Ribeiro, alias Rawson. Ils devraient être jugés par contumace à Paris. Après 27 ans d'exil en France, Ariel est retournée vivre au Chili. Doucement, presque gênée, elle parle d'une blessure secrète qui n'en finit pas de cicatriser. Elle n'a pas compris l'attitude des autorités françaises au moment de la disparition de Jean-Yves. Le jour suivant, je me suis adressée au ministère des Affaires étrangères français pour lui demander de l'aide. Mais personne ne m'a aidé.
Ils m'ont dit qu'il fallait garder le silence et ne pas bouger, parce que ça pouvait être dangereux pour mon mari. Vous avez contacté l'ambassade de France à Buenos Aires? Oui. Vous êtes allé là-bas ou... Non. Vous avez appelé? Oui, j'ai téléphoné et il ne s'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé. Comment l'expliquez-vous? Comment je l'explique? Je pense que les Français étaient de mèche avec l'extrême droite. La répression de la DINA et l'opération Condor. Moi, ce que j'aimerais savoir, Général, après le visionnage de ce film, c'est, à votre avis, comment voit réagir l'armée française et la hiérarchie de l'armée française à ces nouvelles révélations? L'armée française actuelle ignore totalement ce problème et l'affaire. Ignore totalement notre guerre. Mais il reste malgré tout des responsables politiques qui, eux, sont au courant. Pierre Messmer, Valéry Giscard d'Estaing, peut-être Jacques Chirac. Jacques Chirac n'y connaît rien. Oui, mais ça s'est fait, apparemment, d'après ce que dit le film, ça s'est fait pendant les gouvernements de Giscard d'Estaing, avec Poniatowski, qui était ministre à l'époque. Donc est-ce que ça pouvait se faire dans l'ignorance des plus hautes instances de la France? Non, je connaissais tout. Les plus hautes instances de la France pouvaient être au courant. Moi, je n'étais plus au courant de ces histoires. Je n'ai plus rien à faire. Malgré les problèmes que ça vous procure, de jalousie, de confrontation, votre parole, est-ce que vous êtes heureux que toute cette vérité sorte? Vous savez, quand je me suis plongé dans l'écriture de mon livre, ce que j'écrivais a été vu par mes filles, j'ai 3 filles, enfin j'en avais 2 sous la main, et par ma femme, qui avait été une héroïne de la résistance. Quand elle a vu ce que j'écrivais, elle a trouvé que j'avais eu tort. Surtout quand elle a vu tout ce qui me tombait sur la figure, et ça l'a affectée tellement qu'elle en est morte. Voilà, alors... mes filles, par exemple, m'ont dit que c'était moi qui avais tué ma femme, que j'avais tué leur mère. Alors elles m'ont dit, comme Bijard, qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir ta gueule? Mais si c'était à refaire, je referais ce chemin.